Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui je vous présente mon top 10 des jeux de 2022. Donc, bien évidemment, les jeux que j'attends en 2022 et non mon top des jeux qui sont sortis en 2022, bien évidemment. J'ai fait une liste, j'ai sorti à peu près une quarantaine de jeux. J'ai utilisé PubMeeple pour faire un classement qui m'a sorti quelque chose d'assez intéressant. C'est sûr qu'il y a des jeux qui pourraient descendre un peu, sortir du top 10, d'autres entrées. Donc, faut prendre ça comme c'est en ce moment. Donc, j'étais à l'aise avec ce qui sortait. Ça représentait effectivement bien ce que j'attends le plus au courant de l'année. C'est sûr qu'il va sûrement y avoir d'autres choses qui vont être annoncées, d'autres choses que j'ai juste pas vues. Il y a tellement... Si on tape juste jeu 2022 dans BGG, je pense qu'il y a 25 pages de résultats. Donc, ça peut être très long à passer au travers. Puis des fois, ça peut être un petit peu... Il peut y avoir un peu n'importe quoi aussi là-dedans, des projets qui verront jamais le jour, fait que ça peut être difficile à faire le tri aussi dans tout ça, donc des fois, j'ai au moins sorti ceux qui avaient déjà un classement un peu, donc il y avait ou au moins un peu d'essais, probablement dans les phases prototypes, etc. Mais d'autres choses quand même que j'avais entendu parler dans d'autres tops que j'ai écouté. Donc, ça ressemble à ça. Et là, je suis en train de retourner mon intro parce que j'ai remarqué que j'avais le son, mais j'avais oublié de changer quelque chose dans mon setting, donc on voyait pas mon visage. Et donc, pour les deux premiers numéros, vous verrez pas mon visage, mais vous allez m'entendre parler. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir les images des jeux que je parle. Donc, à partir du numéro 8, ça va revenir à la normale. Donc, on s'en va voir sans plus tarder mon numéro 10. Alors, en 10e position, on retrouve Hegemony Lead Your Class to Victory. Ce jeu-là m'a vraiment intrigué par sa thématique, son aspect politique, économique, mélangé avec du Eurogame. Jeu quand même assez lourd, 3.59. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de votes pour l'instant, mais bon, ça donne une idée quand même. 1 à 4 joueurs, donc peut jouer en solo, semble pas nécessairement conseillé pour l'instant. Bon, il n'y a pas une tonne de votes non plus, là, 5 votes, on crachera pas là-dessus. Donc 90-180 minutes. C'est un jeu dans lequel justement, bon, on a les aspects économiques, les aspects politiques, et il y a un gros aspect asymétrique dans le jeu. Donc, on peut incarner soit la classe ouvrière, soit la classe moyenne, soit la classe capitaliste ou l'État. Et donc, dépendant de qu'est-ce qu'on va incarner, on va jouer d'une façon différente. Donc, les travailleurs vont travailler dans les compagnies qui sont possédées par les capitalistes. Les capitalistes, donc, vont posséder ces travailleurs-là, mais vont tenter de bien s'entendre avec eux et s'entendre aussi avec l'État qui va mettre de la pression, veut pas. Les capitalistes, ben, eux autres veulent maximiser les profits. La classe moyenne, de leur côté, vont combiner la classe ouvrière et les capitalistes, peuvent avoir des compagnies aussi à eux, mais quand même des petites compagnies. Donc, on essaie de jongler avec tout ça. Et l'État tente que tout le monde soit content, bien évidemment. Donc, il y a du vote, il va y avoir des lois, etc. Donc, vraiment beaucoup de choses. J'ai vu que c'était un Kickstarter, je n'avais pas vu à l'époque quand c'est passé sur Kickstarter. Si on regarde un petit peu quelques images, là, rapidement, on voit que c'est un plateau quand même beaucoup de stock, beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans ce jeu-là. Très intriguant pour ma part. Hegemony, Lead Your Class. Lead Your Class to Victory. Donc, c'était mon numéro 10. Juste avant de terminer ce Hegemony, je suis allé voir rapidement, là, ça dit novembre 2022. Il est probable quand même que vu que c'est un Kickstarter qui sort pas en 2022, mais bon, très intriguant, j'ai hâte de voir ça quand ça va arriver. En 9e position, on retrouve The Transcontinental, qui est en fait un jeu qui, thématiquement, va être dans la construction du chemin de fer transcanadien. Donc, c'est assez intéressant au niveau de la thématique.
Un jeu de 1 à 4 joueurs, 75-150 minutes. Et complexité 3.2 pour l'instant. Encore là, pas beaucoup de votes, mais très intéressant au niveau de la complexité que j'aime bien habituellement entre 3 et 4. Plus facile à sortir que les 4 et plus, souvent. Et donc, on est dans cette thématique-là. On va avoir du placement de travailleurs, on va avoir des trains, thématique de train, bien évidemment, construction de chemin de fer, des enchères, et aussi de la livraison, pick-up and deliver. Donc, un peu tout ça qu'on va retrouver dans The Transcontinental. Aspect historique aussi, qu'on va voir certains personnages de l'époque qui ont contribué à cette construction-là. Plateau de jeu très attirant avec les tuiles, ça semble modulable d'une certaine façon. Donc, toutes ces petites choses-là m'attirent beaucoup. C'est sûr que à la base, un jeu de train, c'est sûr que ça va attirer mon œil. Veux pas, je trouve toujours ça intéressant, tout ce qu'on peut faire avec cette thématique-là, vers où on peut aller avec cette thématique-là. Donc, The Transcontinental, je pense que c'est un Kickstarter aussi, donc je sais pas si prévu mars 2022, hein, donc ça peut, là j'en ai aucune idée, peut-être que si vous avez supporté cette campagne-là, peut-être vous en savez un peu plus, mais sinon, bon, j'imagine que ça va sortir au courant de l'année pour celui-là qui est mon numéro 9. Alors, en 8e position, on retrouve Boon Lake. Boon Lake, un jeu de Alexander Pfister. On voit ici 2021, mais il n'est pas encore sorti. En fait, il arrive tout près dans les soit cette semaine. Je devrais l'avoir cette semaine à la boutique. Et donc, jeu de Alexander Pfister, 1 à 4 joueurs, 80-160 minutes, 3.71 sur 5, donc dans les complexités que j'aime bien. C'est un jeu dans lequel, ce qui m'attire beaucoup dans celui-là, la thématique, on a vu ça quand même souvent, développement de civilisation, on arrive comme à Boon Lake, on essaie de développer cette civilisation-là, mais il y a une mécanique très intéressante de sélection d'actions qui va avoir une importance sur, là j'essaie de voir, cette espèce de petite traque à gauche, vert, là, entourée de vert. Ce sont les différentes actions qu'on va choisir et qui vont se déplacer. Et tous les joueurs vont sélectionner sur ces tuiles d'actions-là qui donnent, dans le fond, les actions en particulier. Puis là, ils vont changer de position. Il y a des coûts associés à ça. Donc, vraiment intéressant, cette petite... ça dit nouveau type de mécanique, là. Ça semble ressembler à certaines choses, un mix de plusieurs choses ensemble. Ça me fait penser un petit peu à la roulette, mettons, de Praga, mais bon, là, il y a beaucoup plus d'action sur les bandelettes. Je pense que quand on enlève aussi, ça dit aussi combien on va se déplacer sur l'eau, donc ça fait comme deux choses en même temps. Donc un peu tout ça, il semble avoir aussi des éléments qu'on va prendre sur notre plateau, qu'on va mettre sur le plateau principal, qui vont débloquer des choses, donc une mécanique que j'aime bien aussi. C'est Alexander Pfister, je sais plus celui-là s'il y a un mode histoire, je pense qu'il n'en parle pas dans les derniers Pfister que j'ai joué. Il y avait toujours une espèce de mode de campagne, je ne semble pas l'avoir dans celui-là. À suivre, je pense pas dans les catégories mécaniques. Non, il semble pas. Il y a du placement de travailleurs, placement de tuiles, pouvoir variable. Donc, des petites choses toujours que j'aime bien dans ce style de jeu-là. Donc, Boon Lake, c'est mon numéro 8. En 7e position, on retrouve le premier d'une nouvelle série de Shem Phillips et S.J. McDonald qui se nomme Wayfarer of the South Tigris. Donc, on va avoir une série de 3 jeux, j'en ai déjà parlé, sur le South Tigris. Et donc, si 1 à 4 joueurs, donc toujours un mode solo, 60 à 90 minutes, complexité de 3, donc un peu plus léger que ce que j'ai présenté dans mes autres tops, dans mes 3 premières positions. Ici, on va être comme des espèces d'explorateurs qui vont tenter de cartographier le South Tigris. Et la mécanique qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu-là, ça va être en fait, dans toute la série, ça va être des placements de dés. Mécanique que j'aime beaucoup et que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec cette mécanique-là.
Et là, juste pour me contredire, mais il est supposé avoir des dés quelque part. Ah oui, ils sont là. J'ai cherché. Donc, chaque joueur va avoir ses propres dés. Et donc, ça va être cette mécanique-là qu'on va retrouver, que j'ai bien hâte de voir. Là, je suis pas allé encore dans le détail de la série. Je vais plus me laisser... l'impression que je vais me laisser surprendre par ces jeux-là. On dirait qu'ils sont déjà vendus d'avance pour moi, Shem Phillips. J'adorais la série Royaume de l'Ouest. Dans celle du Nord, j'ai joué à Pillard, mais je pense pas que j'ai joué les deux. Non, je pense que j'en ai joué un des deux autres aussi, mais je suis plus certain. J'avais bien aimé aussi, là. Donc, j'ai hâte de voir. Celle-là, je suis très intrigué avec la mécanique de dés. Qu'est-ce que ça va nous apporter dans Wayfarer of the South Tigris. Donc, c'est en 7e position. En 6e position, on retrouve Pilgrim. Pilgrim, c'est un jeu qu'on va développer notre abbaye et bâtir des chemins de pèlerins avec une mécanique de Mancala et de développement de territoire vers la 18XX. C'est fou tout ce qui peut rentrer comme information dans une phrase, qu'on comprend vraiment bien, même si on va voir le résumé plus loin. Donc, je trouve que cette phrase-là était très bien écrite pour bien représenter le jeu. On va ici parler d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 150 minutes, 3.5 au niveau de la complexité. Encore là, bon, il n'y a pratiquement pas de vote, donc mais ça donne une idée. Designer Nick Case, j'étais un peu curieux je ne connaissais pas comme designer. Il a fait un autre jeu qui est quand même bien coté, qui est de Tales, je me souviens plus de nom. C'est pas très grave. Et j'ai vu aussi qu'il a fait un jeu de golf, mais qui était pas très bien coté. J'ai quand même surpris. Sans trop m'écarter, c'est un jeu qui m'attirait par surtout la mécanique 18xx pour le placement des tuiles développement. Et aussi l'aspect le Mancala, je trouve que c'est toujours un aspect très intéressant, une mécanique très intéressante de déplacement. Et aussi, je relisais le résumé tout à l'heure, et ça dit sur 26 rounds de jeu, aucune chance une fois que la partie est commencée, mais il y a quand même 160 sextillion possible starting setup. Donc, je sais même pas sextillion comment je peux traduire. Dans les chiffres en anglais, des fois. En tout cas, peu importe, il y a beaucoup de possibilités de mise en place initiale, ce qui est le fun. Donc, ça me fait bien rire de voir ça. Et donc, si on regarde quelques images, donc on voit le plateau de jeu, développement avec les tuiles. On dit Tinexas, mais ça reste un placement de tuiles. Mais donc on développe des routes, veut pas, tout simplement. Et donc ça va avoir quand même beaucoup d'éléments aussi de jeu. Donc très intrigué à le déplacement à la Mancala dans le fond qu'on voit sur tout le tour du plateau. Donc m'intrigue beaucoup le jeu-là, Pilgrim. L'image de la boîte est vraiment très intrigante. Pilgrim, je trouve ça... j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que c'était un Kickstarter? Non, c'était pas un Kickstarter. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, j'ai l'impression. Et on dit 2022 pour le release date. Donc, bien hâte de voir ça. Pilgrim, c'était mon numéro 6. En 5e position, on retrouve un jeu qui n'a pas de solo. C'est le premier de ma liste. C'est le jeu Dice Realms. Dice Realms, c'est un jeu qui reprend une mécanique de craft de dés, de construction de dés, on va dire ça comme ça, de personnalisation de dés qu'on avait retrouvé par exemple dans Dice Forge. Mais ici, on va être dans un développement de royaume, tout simplement. Donc, d'où le nom Dice Realms. Beaucoup de possibilités, beaucoup de tuiles, beaucoup de petites pièces qu'on va pouvoir ajouter dans ce jeu-là. On parlait de 320 000 façon de mettre en place le jeu, là. Pas de mettre en place le jeu, mais de mise en place de départ.
Et il me semble le jeu est assez simple. On roule les dés. On reroule les dés. On peut rerouler un dé. On va résoudre les attaques. On va collecter les ressources, les points de victoire. On va augmenter nos dés. Et on refait ça tout le temps. Donc toute la partie pour construire notre royaume. Donc jeu qui semble assez simple au niveau des mécaniques, mais complexe au niveau des choix qu'on va faire. Complexité de 3, donc quand même plus simple, 45-60 minutes. On est dans un jeu un petit peu plus léger, mais je sais que ça fait longtemps qu'il travaille sur ce jeu-là, Thomas Lehman. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va nous... qu'est-ce que ça va donner, ce jeu-là. Si ça va être trop... bon, on voit ici que les composantes, là, s'il y a trop de petites pinouches, mais bon, s'il y a un insert bien fait, ce qui semble être le cas, ça va être pas trop long à mettre en place, puis ça prend ça hein, pour juste avoir toutes les petites pièces qu'on peut faire. Donc, c'est mon numéro 5, Dice Ren. En quatrième position, on retrouve le jeu Legacies, un jeu de 1 à 6 joueurs, 90 à 120 minutes, complexité de 4, 3-4 dans ces eaux-là pour du designer Jason Brooks, que je connais pas particulièrement, et qui est un jeu dans lequel on va développer notre legacy, on va dire ça comme ça. Dans le fond, on va voir évoluer nos personnes, notre entreprise au courant du 19e, 20e et 21e siècle. Donc, on va avoir de la suite, pas de la... je cherche le mot à part legacy, la relève, etc. Qu'on va aller chercher tout au long de la partie des personnages qui vont prendre les rênes de ce qu'on a bâti. Je pense qu'on avait quelques images de cartes. Il me semble que j'avais vu ça. Non, c'est dans une vidéo que j'ai écoutée. Qui parlait un petit peu de l'évolution. Ah oui, il y avait aussi les plateaux de joueurs qu'on peut décider de partir d'un côté ou l'autre. Ça va influencer un peu le fonctionnement de notre partie, de notre famille qu'on va, qu'on va développer tout au long de la partie. Ce concept-là, je le trouvais très, très intriguant de passer d'une génération à l'autre sur 300 ans d'histoire dans une partie de 90 à 180 minutes. Assez intéressant. Dans les mécaniques de jeu, c'est ça, on a encore là du placement de travailleurs, ça lâche pas trop dans mes tops habituellement, et du collection d'ensemble, encore là mode solo. C'est un Kickstarter aussi, donc c'est indiqué janvier 2022 là, mais bon, j'imagine que ça va s'en venir au courant de l'année. J'ai pas nécessairement suivi cette campagne-là non plus, mais ça m'intriguait beaucoup ce jeu-là. Donc Legacies, mon numéro 4. En troisième position, on retrouve le jeu Autobahn. Autobahn, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 à 150 minutes, 3.6 au niveau de la complexité. Et c'est un jeu des auteurs Fabio Lopiano et Nestor Manjon. Nestor Manjon, c'est un auteur qui a travaillé sur Newton. Peut-être Fabio, là, je suis certain pour Fabio. Non, pas Fabio. Il a travaillé sur Zapotec, qui s'en vient aussi. Ça ressemble à ça. Donc, pour revenir à Autobahn et Nestor Manjon sur aussi Darwin Journey qui était tout près de faire mon top. Aussi un jeu que j'attends aussi avec très grand intérêt, que j'ai pas participé non plus à la campagne Kickstarter. Et pour ça ici, donc Autobahn, jeu de développement, jeu économique de développement des autoroutes, tout simplement, en Allemagne. Et on va jouer, dans le fond, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui pour le développement de ces autoroutes-là. À partir de 1990, la chute du mur de Berlin, on va avoir le développement de l'Est du pays. Et on va donc travailler tout ça ensemble, mais compétitivement pour construire chacune des autoroutes, pour monter dans les bureaux, je pense, là, je me souviens plus, je l'ai lu tantôt, des prestigious seats within the Bundeshaben building, donc on va être à la tête du développement des autoroutes. Il y a des mécaniques de pick-up and deliver, de développement de route, bien évidemment, c'est vraiment des routes. Et du tech tree, donc ça c'est intéressant, arbre de technologie,
Pour l'instant, ce qu'on a comme image, c'est vraiment juste un plateau de jeu, sans plus. Je sais pas au niveau des plateaux de joueurs, etc., qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, c'est vraiment ce qu'on a pour l'instant. Est-ce que c'est final? Je penserais pas non plus, mais bon, ça a quand même un beau look pareil. C'est pas mal ça que j'ai comme information, mais thématiquement, ça m'intéressait beaucoup, le développement des autoroutes de l'Allemagne. Je trouvais le concept intéressant. Et donc par un auteur aussi qui a travaillé sur des jeux que j'aime bien. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc Autobahn, c'est mon numéro 3. J'ai vraiment hésité entre mon numéro 2 et mon numéro 1, mais bon, vous allez voir mon numéro 1, je pense qu'il est très prévisible. Mais mon numéro 2, c'est Ark Nova. Ark Nova, oui, je suis dans cette même vague-là que tout le monde, mais je l'ai essayé. Ben, j'ai pas encore fini ma partie, mais je suis en train de jouer une partie sur Tabletop Simulator. Je pouvais pas, on dirait que j'étais tanné d'attendre. Je voulais vraiment voir si, avec tout le hype qu'il y avait autour, si c'était vraiment intéressant. Donc, je le laisse quand même dans mon top parce que j'ai pas joué la partie au complet encore, mais jusqu'à présent, avec les lectures des règles, première ronde de jeu, etc. en solo que je joue, je trouve le jeu hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce jeu-là au niveau des mécaniques. Mais juste avant de compléter, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 90-150 minutes. 3.76 sur la complexité. Donc, on voit que ça se tient quand même dans mon top. Mathias Widge, qui est l'auteur de ce jeu-là. Et donc, Ark Nova, c'est un jeu, dans le fond, on va aller voir quelques images. Je peux en parler un petit peu plus vu que j'ai lu les règles et que j'ai commencé une partie. Pas avoir une meilleure image que ça. Ouais, celle-là ici est quand même intéressante. Donc, on va avoir dans le fond les mécaniques de cartes. On va avoir des cartes 5 actions. Pas les cartes, mais les 5 actions possibles de jeu. Donc, à notre tour de jeu, on a toujours 5 actions possibles. Les 5 actions, on peut les améliorer aussi pour qu'ils deviennent plus puissantes dans la partie. Et à chaque fois qu'on va en choisir une, elle va redevenir plus faible. Au niveau il y a comme un principe de 1 à 5 au niveau des forces et ça redevient toujours la plus faible et les autres vont monter. Donc ça j'adore ça comme mécanique de jeu. Ça vient de Civilization A New Dawn que j'ai joué, mais je me souviens pas de cette mécanique-là. Ça fait trop longtemps, j'avais juste joué une partie, mais j'adore cette mécanique-là. On a aussi du placement de tuiles. Ça, c'est peut-être l'aspect que j'aime ça, le placement de tuiles, mais bon, c'est pas une de mes mécaniques préférées non plus. Mais intéressant quand même, on couvre des éléments sur le plateau, ça nous donne des petits bonus, etc. Donc, il y a une optimisation à faire quand même. Je trouve ça agréable pareil, mais c'est pas l'aspect le plus intéressant que je trouve dans le jeu. L'aspect, moi, que j'aime beaucoup, qui vient de Rajas of the Ganges, c'est les 2 pistes qu'il faut croiser. Ça, j'adore ça dans les jeux. C'est une espèce de course de planification de ces 2 pistes en même temps. Donc ça j'adore ça. Puis déjà dans les premières rondes de jeu que j'ai fait, c'est déjà comme ok là, faut que j'aille faire ça parce que là, si je veux éventuellement pouvoir faire avancer cette piste-là, qui va me donner des bonus aussi. Fait que il faut que je fasse telle affaire, mais là, c'est pas assez fort, j'ai pas assez d'argent, etc. Donc j'ai déjà des dilemmes. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve déjà comme début de jeu, savoir un peu où tu s'enlignes. Et après ça, on ajoute à tout ça les cartes. Les cartes soit d'animaux, les cartes de sponsors, de commanditaires et les cartes de fin de partie aussi. Donc, on a un objectif, on en a avoir 2 au début de la partie. Il y en a un qu'on va discarter éventuellement pour en garder juste un. Qui va nous permettre d'avancer un petit peu plus à la fin de la partie pour croiser plus loin. Dans le fond, la différence, encore là, c'est les points entre le croisement des 2 pistes. On peut avoir des partenariats avec des animaux de différents pays. Donc, tout ça. Donc, on développe un zoo. Hein, peut-être que je l'ai pas mentionné. Bon, thématiquement, c'est correct. Là, j'ai pas... je suis pas un adepte de zoo en général, mais donc je me lancerai pas sur ce sujet-là non plus, mais souvent bon les thématiques c'est quand même correct là, je trouve que ça fit bien avec le jeu malgré tout, donc c'est acceptable. Je pense que je l'aurais peut-être pris dans une thématique de train.
Mais donc, Arc Nova, j'ai hâte de continuer ma partie. Je pense que je vais faire ça ce soir. Bon, la plateforme Tabletop Simulator, c'est pas ma préférée non plus. Elle va quand même bien, mais mon ordi l'aime pas tant. Je trouve qu'il rush un peu sur quand j'essaie de jouer là-dessus. Donc, pas m'éterniser sur Arc Nova. Jusqu'à maintenant, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de prolonger ma partie, j'ai hâte de refaire d'autres parties. Il me reste en tête, donc c'est bon signe habituellement dans ce style de jeu-là. Et donc c'est pour ça qu'il est en deuxième position. Donc quelle est la première? Je pense que vous en doutez si vous me suivez depuis un petit bout. Et oui, en première position, on retrouve nul autre que Ultimate Railroad. Donc la grosse version pour Ultimate, pour Russian Railroad avec l'extension Germany, US et une nouvelle extension qui se nomme Asian, qui se nomme juste parce que je la cherche. Asian Railroad et une nouvelle variante solo. Donc ça, j'ai bien hâte de voir ça aussi. C'est surtout ça qui m'intrigue le plus parce que German Railroad est quand même le fun, le mode solo. J'avais fait une partie puis c'était intéressant. Mais ça restait un battre votre meilleur score. J'ai hâte de voir, je suis pas allé voir encore en détail qu'est-ce qu'elle va amener, cette nouvelle variante-là. Peut-être que je vais être déçu. Mais ça reste que ce jeu-là, en général, j'adore. J'avais jamais réussi à mettre la main sur American Railroad. Il n'a pas été là longtemps disponible, donc souvent il fallait l'importer. Et donc là, je vais l'avoir en plus de la nouvelle extension Asian Railroad. Et pour ceux qui connaissent pas le jeu Russian Railroad, c'est un jeu dans lequel on va avoir, c'est un gros engine building. Dans le fond, on va développer notre plateau personnel. Si je suis capable d'avoir, bon, il y a beaucoup de stock. C'est un engine builder avec du placement de travailleurs. Du placement de travailleurs très pur, là. Tu vas là, tu bloques l'autre. Donc, bon, ça, je pense que c'est la nouvelle extension. Ouais, c'est Gen Railroad. Donc, le principe est tout le temps le même. On va avoir différentes pistes qu'on va tenter d'augmenter nos différentes couleurs de rails. Donc ici, on a des nouvelles couleurs de rails, les rails vertes. Et plus ils vont loin, plus ils vont nous donner de bonus. Si aussi, on va augmenter la force de nos trains. On va mettre des tuiles à gauche, au bout des rails, qui vont dire jusqu'où va notre train, donc numéroté par les cases. Et plus il va loin, plus ça débloque des bonus. Il y a des bonus qui se débloquent même s'il n'y a pas le train. C'est toujours indiqué, il y a soit le petit symbole de wagon, de locomotive en avant, à côté du symbole pour débloquer. Et donc, c'est vraiment d'optimiser son plateau pour débloquer le plus de choses. Et à chaque ronde de jeu, on va scorer tous les points qu'on voit sur notre plateau. Et on fait ça à chaque fois. Donc, si on a fait 100 points le premier round, ben, le deuxième round, c'est sûr qu'on fait 100 points, plus encore là, tout ce qu'il y a d'autre. Donc, si on s'y prend mal au début de la partie, ben, ça peut être très dur de rattraper. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est sûr que si on joue avec des joueurs expérimentés, assez difficile de gagner une première partie, mais c'est un jeu qui va être le fun à rejouer pour justement explorer des nouvelles stratégies. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'on peut faire. Il y a aussi la piste des... là, je le vois pas sur celle-là. Habituellement, il y a l'industrie, mais on le voit ici. Habituellement, ça va être une pièce qu'on rajoute en dessous, qui est la piste d'industrie, qui, elle, dans le fond, ce qu'on voit en mauve en bas, c'est un petit marqueur qu'on avance et encore là pour débloquer des points et ça nous débloque aussi des bonus là, qu'on voit pas, mais qu'on pourrait peut-être voir éventuellement. Oh, il semble rajouter un plateau. Je sais pas si c'est le plateau solo. Non, le share. Oh, il va y avoir des industries. Ah, wow, intéressant ça. Au lieu d'avoir les industries, je découvre des choses. Je pense que j'ai pas assez regardé encore, même si je l'attends beaucoup. J'ai plus hâte d'ouvrir puis de découvrir. Je sais déjà que je vais me le prendre. Donc, ça va avoir intéressant avec une piste commune. Et ici, donc, justement, ce que je voulais parler, c'est qu'on voit vraiment
les bonus qu'on va débloquer plus on va avancer sur la piste et la piste du bas, la piste d'industrie. On va avoir des travailleurs des chauffeurs qu'on va aller chercher, qui vont nous donner aussi des points pour la majorité à la fin de la partie, mais qui donnent aussi des actions que juste nous, on va pouvoir utiliser dans la partie. Et ces travailleurs-là vont avoir été présents sur le plateau principal à un certain moment. Si on voit à un certain moment durant le jeu, parce que c'est des actions qui vont avoir été disponibles, mais on peut les acheter éventuellement, ces personnages-là, pour garder les actions juste pour nous. C'est peut-être pas les meilleurs plateaux, meilleures photos qu'on voit, mais bon, c'est pas très grave. Je m'éterniserai pas plus longtemps sur Ultimate Railroad. C'est un jeu que, dès qu'il y a eu cette annonce-là, c'était « je veux ce jeu-là » et maintenant, avec en plus la boutique, ben, je suis sûr de me garder une copie. Donc ça, c'est quand même intéressant pour ça. J'aurais pas à courir après non plus. Et donc, si le jeu vous intéresse aussi, ben, allez jeter un coup d'œil. Il est en précommande sur le site aussi. Petite plug en passant. Et donc, ça va être la chance de mettre la main sur cet excellent jeu-là. Et je suis même hésitant à vendre quand même mes autres copies. je vais attendre de voir qu'est-ce que ça va donner avec cette version-là, parce que on dirait l'aspect collection que j'aimerais les garder, vu que c'est des éditions Philosophia, une compagnie qui n'existe plus. On dirait que j'ai le goût de garder ces boîtes-là, peut-être, pour voir je sais pas, juste pour l'aspect collection, vu que c'est mon jeu favori, Ultimate Russian Railroad, donc Ultimate Railroad ici. Alors, c'est ce qui conclut mon top 10 des jeux que j'attends le plus en 2022. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à commenter les jeux que de votre côté que vous attendez le plus. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai oublié dans ma liste. Ben en fait, c'est ma liste à moi. Fait que j'ai rien oublié de mon côté, mais dites-moi plutôt qu'est-ce que vous attendez de votre côté. Je vais être très intrigué de lire ça, puis de partager avec vous tout ça, de jaser avec vous des jeux que vous attendez. Il y en a probablement, en fait, qui étaient pas loin dans mon top 10, qui étaient tout près de rentrer dans ce top 10-là. Et donc, on pourra voir si on a des choses qui se ressemblent. Donc, sur ce, ben, je m'éterniserai pas plus longtemps dans cette vidéo-là. Je vous invite aussi à aller voir en fait, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sonnez la petite cloche aussi si jamais vous voulez être avisé des vidéos que je fais dès qu'ils sortent, et aussi allez aussi visiter le site boutiquelapioche.com pour faire vos achats de jeux de société. Et ben sur ce, on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, bye bye.